Bon, eh bien, nous allons démarrer notre webinaire. Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints donc, sur ce webinaire dédié à la responsabilité des dirigeants. Nous avons souhaité faire un focus sur les dirigeants de TPE-PME pour plusieurs raisons. La première, c'est que dernier recensement INSEE 2022, les TPE-PME représentent quand même 96% du tissu économique français, donc autant dire que c'est vraiment le gros de nos acteurs économiques, sachant qu'au sein de ces 96%, nous avons quand même 92% qui sont des TPE, donc des entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, sachant que le produit responsabilité des dirigeants du point de vue assurance était traditionnellement plutôt un produit de grands comptes, de grandes entreprises. Pour vous, partenaires courtiers qui nous avez rejoints, cela signifie tout simplement que les leviers de croissance pour vous sont plutôt sur la TPE-PME. Et point important, vous le savez, Hiscox a pour expertise cette typologie d'entreprises et donc de dirigeants. Donc, on souhaitait mettre plutôt le focus sur eux pour vous partager un peu notre savoir-faire et notre expérience. Je vous présente le programme de cette séance, si les slides veulent bien se dérouler. Non, avant ça, pardon, je vais vous présenter nos intervenants du jour. Donc, je vous présente déjà moi-même. Je suis Rachida Bouès, responsable marketing courtier, et je vais avoir le plaisir d'animer cette séance avec donc beau panel d'intervenants, 2 experts Hiscox et 3 dirigeants qui nous font le plaisir d'être avec nous. Je vous laisse la parole, chers intervenants. Peut-être Grégoire pour commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, Grégoire Lecochois, je suis souscripteur développeur chez Hiscox et référent responsabilité civile des mandataires sociaux. Bonjour à tous, Anne-Sophie Delahaye, je suis gestionnaire sinistre RC et responsabilité des dirigeants chez Hiscox depuis 6 ans et j'ai précédemment été avocate pendant 5 ans. Bonjour à tous, Johan Gauthier, donc intervenant. Je suis entrepreneur depuis 2015. J'ai fondé une société qui édite des solutions digitales pour mener des démarches participatives. Donc nous, on a une structure qui est entre le conseil, on va dire, et puis l'édition logicielle. Et on n'a pas beaucoup de clients, quelques clients avec lesquels on mène des très gros projets pendant plusieurs mois. Bonjour à tous, Charles Rosemont, fondateur de la société Birisque, société spécialisée en mise en conformité des établissements bancaires et nous intervenons principalement auprès des banques et des assurances afin de les accompagner pour, sur des sujets d'anti-blanchiment et de fraude. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et nous allons être rejoints par Frédéric Douchet, qui est encore retenu par une réunion avec un client, les aléas du direct. Et donc, Frédéric est associé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Juliette Serwen et il interviendra à la fois à ce titre-là et au titre de son expérience de dirigeant dans une vie antérieure. Alors, au niveau du programme du jour, ça va se passer très simplement en quatre temps. Le premier, c'est déjà de comprendre les risques, quelles sont finalement les menaces entre guillemets qui pèsent sur la tête de nos dirigeants. On commencera d'ailleurs par des cas sinistres pour commencer de manière assez concrète dans le vif du sujet. On prendra ensuite le temps d'échanger, de partager avec nos 3 invités. Et une fois qu'on aura un petit peu fait le tour du périmètre risque, on en profitera pour voir un peu comment la solution Hiscox permet de répondre et de protéger au mieux les dirigeants face au risque de mise en cause. On finira par une petite session quiz, questions-réponses. Donc n'hésitez pas, j'en profite pour la logistique, vous avez le chat en bas à droite de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons Floriane Tessier qui est avec nous à la régie, comme on dit en coulisses, qui pourra interagir avec vous et nous transmettre en fin de webinaire vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, la moindre question qui vous passe par la tête, le chat est là pour vous. Alors, sans plus attendre, on va commencer par effectivement essayer de comprendre le contexte des dirigeants de TPE-PME et on s'est dit que la manière la plus simple de s'en parler, c'était finalement de commencer par quelques cas sinistres que Hiscox a eu à traiter. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Sophie. On a souhaité que ce soit participatif autant que possible pour vous. Donc, la mécanique va être simple, elle va vous présenter à chaque fois un cas. Si la slide veut bien passer.
Voilà, un cas avec voilà, le récit de l'affaire, la mise en cause des circonstances, et il y aura à chaque fois 3 issues possibles, issue A, issue B, issue C. On vous demandera d'utiliser justement le chat en bas à droite pour mettre selon vous quelle a été l'issue qui a été celle de cette affaire, donc soit la A, soit la B, soit la C. Floriane nous dira un petit peu quelles sont les tendances de vos réponses, et Anne-Sophie pourra vous dire finalement ce qui s'est passé dans le cas et quel enseignement en tirer. Je laisse la parole donc à Anne-Sophie. Oui, alors merci Rachida. On commence d'abord par un cas de faillite. Donc il s'agit d'une procédure de liquidation dans laquelle le liquidateur a mis en cause le président de la société et le DAF en tant que dirigeant de fait. Et il a sollicité leur condamnation au comblement du passif pour plus de 3,8 millions d'euros. Le liquidateur a demandé en plus une interdiction de gérer du dirigeant pour une période de 5 ans. Et le président, pour sa défense, a expliqué qu'il avait eu des problèmes de santé et qu'il avait signé une délégation de pouvoir donnée à son DAF pour accomplir des actes de gestion de l'entreprise. Pour se défendre, le DAF a quant à lui rejeté cette qualification de dirigeant de fait. Alors, quelle est selon vous l'issue? Nous avons d'abord la réponse A, le président et le DAF ont été condamnés à eux deux à rembourser plus de 150 000 € au titre du complément du passif. Et Hiscox a pris en charge cette condamnation et les frais de défense à hauteur de 24 000 €. La réponse B, le juge n'a pas retenu la qualification de dirigeant de fait pour le DAF et donc seul le président a été condamné à régler plus de 150 000 € en plus d'une interdiction de gérer de 5 ans. Hiscox a pris en charge cette condamnation et les frais de défense. Et la réponse C, le juge a rejeté la demande du liquidateur et Hiscox a pris en charge les frais de défense de 24 000 €. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre dans le chat. Alors, on me dit qu'on a une majorité de réponse A. Eh bien non, c'était la réponse B. Donc en fait, le juge n'a pas retenu la qualification dirigeant de fait pour le DAF et donc le président a été condamné seul à régler plus de 150 000 € et Hiscox a pris en charge les frais de défense. Alors, ce qu'on voulait rappeler, c'est que dans tous les cas, Hiscox prend en charge les frais de défense, que le dirigeant soit condamné ou non, donc ça c'est très important. Et par ailleurs, on voulait vous rappeler la distinction entre dirigeant de droit et dirigeant de fait. Puisque le dirigeant de droit, c'est celui qui est désigné par les statuts, et donc il a investi officiellement d'un mandat pour agir au nom des sociétés. Donc ça peut être les membres du conseil d'administration, le directeur général, le gérant par exemple. Et ce sont des personnes donc facilement identifiées comme ayant un pouvoir de direction dans l'entreprise. En revanche, le dirigeant de fait, c'est quelqu'un qui exerce de fait un pouvoir de décision ou de direction dans l'entreprise sans avoir été investi formellement d'un mandat. Et donc là, finalement, il exerce les prérogatives d'un dirigeant de droite, mais de manière officieuse. Et le juge utilise alors un faisceau d'indices pour essayer de caractériser l'éventuelle existence de pouvoir de représentation de cette personne. Par exemple, c'est le cas si la personne a signé des documents importants engageant la société. Voilà, nous allons pouvoir passer au cas suivant. Donc c'est un cas de non-respect de la réglementation. Alors là, c'est un dirigeant pharmacien en fait, qui avait été mis en cause par le Conseil national de l'ordre à la suite d'un signalement de la répression des fraudes, puisqu'il avait maintenu en rayon des boîtes de lait infantile alors qu'il y avait eu un rappel dû à une épidémie de salmonellose. Et ces boîtes avaient été introduites en fait en rayon par une stagiaire par erreur. Elle n'avait pas respecté les consignes données, et donc c'est ce qu'avait dit le pharmacien pour se défendre. Mais l'ordre a considéré que le pharmacien était tout de même dirigeant et avait commis une faute dans sa mission de protection de la santé publique. Alors, quelle est, selon vous, l'issue? Nous avons encore 3 réponses. La réponse A, l'ordre a considéré que le dirigeant n'était pas personnellement responsable et il s'est contenté d'un avertissement. Hiscox a pris en charge les frais de défense à hauteur de 6 000 €. La réponse B, l'ordre a sanctionné le dirigeant et l'a condamné à une amende de 2 500 €. Hiscox a pris en charge les frais de défense, mais ne peut pas légalement prendre en charge l'amende. Ou la réponse C, l'ordre n'a adressé qu'un avertissement au dirigeant, mais il a été fait appel de cette décision. L'affaire est donc toujours en cours et Hiscox a réglé des frais de défense en première instance de 6 000 €, mais a aussi provisionné 6 000 € pour la procédure d'appel. Je vous laisse quelques instants pour répondre.
Alors, on me dit qu'il y a une majorité de réponse C. Et non, là, c'était la réponse, majorité de réponse B, alors que c'est la réponse C. La réponse C, en fait, l'ordre n'a adressé qu'un avertissement au dirigeant, tant mieux pour lui, et donc l'affaire est toujours en cours puisqu'il a fait appel de cette décision. On voulait expliquer effectivement que la réponse B aurait pu être la bonne puisque Hiscox ne peut pas prendre en charge les amendes, mais dans un cas de condamnation, elle prend quand même en charge les frais de défense. Voilà, on peut passer au cas suivant qui concerne une faute de gestion. Alors là, c'est le cas d'un associé qui reproche au gérant d'une société plusieurs fautes de gestion. D'abord, il considère que la rémunération qu'il se verse ainsi que celle qu'il verse à sa compagne, qui est aussi salariée de la société, ces deux rémunérations sont excessives. Et il considère aussi que la société loue des locaux à un prix excessif, étant précisé que ces locaux appartiennent en fait à une autre société qui appartient au même gérant. Et donc, cet associé a initié une action en référé pour solliciter la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur la régularité de ces opérations de gestion. Alors, nous avons 3 issues possibles. D'abord, la réponse A, l'expert a rendu un rapport concluant à l'absence de faute de gestion. Hiscox a pris en charge les frais de défense et d'expertise à hauteur de 10 000 €. La réponse B, l'expert a considéré que le gérant avait commis des fautes de gestion en se versant des sommes excessives et l'associé a saisi le juge du fond pour essayer d'obtenir réparation. Hiscox a pris en charge 1 000 € de frais de défense dans le cadre de l'expertise et règle les frais de défense pour la procédure au fond au fur et à mesure de la procédure. Ou la réponse C, l'expert a considéré que le gérant avait commis des fautes de gestion et cette fois-ci, le juge a condamné le gérant au remboursement des sommes litigieuses. Hiscox a pris en charge 24 000 € de frais de défense dans le cadre de la procédure d'expertise et de la procédure au fond. Mais Hiscox ne peut pas rembourser les sommes litigieuses qui sont en fait des rémunérations que le gérant s'était octroyé. Alors, je vous laisse répondre dans le chat. Donc, nous avons une majorité de réponse C. Et là, non, c'était la réponse A. Dans notre cas, il y a eu une absence de faute de gestion reconnue par l'expert. Et Hiscox a pris en charge des frais de défense à hauteur de 10 000 €. Mais effectivement, on voulait vous parler de la réponse C qui est très intéressante puisque si jamais l'expert avait considéré que le gérant avait commis des fautes de gestion et que le juge avait condamné le gérant à rembourser les sommes excessives, effectivement, ça n'aurait pas pu être pris en charge par Hiscox, puisque là, en fait, il appartient dans ce cas au gérant de restituer les sommes. Et Hiscox ne peut pas prendre en charge ces sommes puisqu'il s'agit de restitution de sommes indues et il ne s'agit pas en fait de dommages à intérêt qui réparent un préjudice, puisqu'on rappelle que l'objet d'une assurance RC, c'est de réparer un préjudice existant en octroyant des dommages à intérêt. Voilà, donc en fait, c'est exactement la même logique que dans le cas d'un contrôle fiscal, dans lequel le Hiscox prend en charge les frais de défense du dirigeant personne physique qui subit un contrôle fiscal à la suite d'un contrôle fiscal de sa société. Mais Hiscox, on comprend bien, dans ce cas-là, ne va pas prendre en charge l'impôt qui est dû par le dirigeant personne physique. Voilà, je passe la main à Rachida. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces exemples. Donc, merci, qui sont, je pense, assez éclairants, effectivement, qui montrent bien qu'il y a une typologie de risques très variée. Et ce qu'on voulait surtout vous montrer, et on vous enverra le support, donc vous pourrez relire un petit peu les différentes issues, c'est que finalement, dans chacun des 3 cas que vous avez vus, la réponse A, la B, la C aurait pu être l'issue de l'affaire. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire, finalement, quoi qu'il arrive, quels que soient les montants en jeu, il est important de bien rappeler qu'à minima, l'assurance responsabilité des dirigeants avec Hiscox prendra en charge au moins les frais de défense. Donc, si on résume un petit peu, je vais pas revenir effectivement sur la définition de dirigeant. Anne-Sophie nous l'a très bien exposé, bien avoir en tête que bien évidemment c'est le mandataire social, mais pas que. Il y a vraiment toute la galaxie des personnes qui prennent des décisions ou qui ont des actes de gestion au nom de l'entreprise. D'où l'importance, et ça je pense que sur une typologie de dirigeants TPE-PME, très important de leur rappeler l'outil que représente la délégation de pouvoir en termes de protection pour eux, c'est-à-dire ils vont peut-être des fois faire l'investissement, l'effort financier
financier de recruter un DAF ou de recruter une DRH qui va avoir la compétence et donc la responsabilité des décisions et des actes. C'est important de matérialiser ce transfert de responsabilité pour se protéger soi-même en tant que mandataire social. Et on souhaitait aussi vous rappeler le fait que, bien évidemment, dans le cadre de l'assurance responsabilité des dirigeants en tant que tel, ça concerne uniquement les dirigeants de société, donc qui sont distincts de la personne morale de l'entreprise et non les dirigeants d'entreprises individuelles où il y a vraiment un caractère indissociable en termes de patrimoine. L'autre enseignement qu'on voulait en termes de synthèse, on l'a vu à travers les exemples, qui peut mettre en cause un dirigeant, ça peut être aussi bien le conseil de l'ordre, un associé, un liquidateur dans les exemples d'Anne-Sophie. Et effectivement, on a un scope très large. En interne, c'est aussi bien des employés, d'autres dirigeants, l'entreprise elle-même. Et en externe, c'est toutes les parties prenantes de l'entreprise, les fournisseurs, les créanciers. Et bien évidemment, et peut-être en premier lieu pour les patrons de TPE, TPME, on verra avec nos invités après, tout ce qui va concerner les autorités de régulation, les pouvoirs publics, qui effectivement sont peut-être les acteurs qui font le plus peur, entre guillemets, de ce que j'ai cru comprendre. Dernier point, et on passera à notre échange table ronde, les motifs, on a vu aussi dans les exemples d'Anne-Sophie qu'on pouvait avoir des choses très variées. Ce qu'il faut retenir, je crois, et s'il y a un message à faire passer aux dirigeants de TPE, PME, c'est que c'est vraiment tout ce qui peut être de l'ordre de la faute, de l'erreur, de la négligence, en référence à des lois et des règlements. Ça peut être des fautes intentionnelles ou inintentionnelles, des négligences simplement par ignorance, mais dans tous les cas, les exemples sont nombreux. Parmi les affaires qu'on peut voir passer, on a l'absence de document unique, en lien souvent avec l'accident du travail, puisque le simple fait de ne pas avoir de document unique peut constituer un manquement en soi qui va engager la responsabilité du dirigeant s'il y a un accident. Tout ce qui concerne les instances de personnel, les CSE, les règles d'hygiène de sécurité, les contrôles, là voilà, la liste des organismes type URSSAF, le fisc, l'inspection du travail. L'inspection de l'environnement aussi, avec tous les enjeux environnementaux aujourd'hui et toutes les réglementations qui se mettent en place, notamment avec l'ESG, fait peser un risque particulier. La protection des données, on aura l'occasion d'en parler avec l'un de nos invités juste après. Et pour finir, en bout de course, ce qui peut-être est l'élément qui fait le plus peur, c'est de se dire, voilà, on a une activité, on rencontre des difficultés financières et on peut se retrouver des fois à poursuivre l'activité malgré son caractère déficitaire et louper peut-être le coche de la déclaration de cessation de paiement qui doit se faire sous 45 jours. Et le simple fait de ne pas avoir fait cette déclaration dans les délais peut engager la responsabilité du dirigeant et notamment amener un risque d'action en comblement de passif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à la cheval sur du pénal, du civil et qu'on peut avoir des fois les deux typologies de responsabilité à titre individuel. Donc, ça peut être autant de dirigeants qu'il y a dans l'entreprise, aussi bien le gérant, mais tous ces dirigeants de fait, comme l'a rappelé Anne-Sophie tout à l'heure. Et le caractère le plus important, finalement, c'est cette solidarité sur ses biens personnels. Donc, c'est aussi bien la maison, c'est les comptes épargne, c'est les comptes courants, c'est tout ce pourquoi, finalement, ces dirigeants travaillent au quotidien. Tout ça dans un contexte d'inflation normative. On parle même en France d'obésité normative, et on a quelques chiffres qui viennent d'être publiés courant 2022 par le secrétariat général du gouvernement qui suit ça de très près. Si on devait empiler, par exemple, l'ensemble des codes, code pénal, code civil, code des impôts, code de l'urbanisme, code du travail, etc. Ça ferait presque 3 mètres de haut. C'est quelques chiffres qui montrent quand même qu'il y a une ampleur. C'est presque 3000 heures de lecture non-stop à raison de 300 mots par minute si on devait pouvoir lire tout ça. Je vous passe le détail du nombre de pages au journal officiel qui a accru quand même de 17% en l'espace de 2 ans. Et mis bout à bout, ça fait quand même 44 millions de mots. Et en 10 ans, on a pris plus 94% de verbatim, entre guillemets, dans les différents codes, lois, règlements qui encadrent finalement les obligations et les responsabilités d'un dirigeant. Tout ça avec bien évidemment cet adage que vous connaissez tous, nul n'est censé ignorer la loi, donc vraiment un enjeu très fort d'accompagnement du dirigeant qui en plus au niveau des PME notamment, on a quelques chiffres d'une étude publiée par la BPI qui montre que 86% d'entre eux déclarent qu'ils ont du mal à recruter pour bien s'entourer justement sur ces fonctions. Donc un réel enjeu finalement à accompagner ces dirigeants face à ce poids normatif. Et pour en parler, je vous propose justement d'accueillir nos 3 participants. Je rappelle un petit peu finalement leur background. On s'est dit que ce qui était intéressant, c'était d'avoir finalement, on se rend compte en discutant avec eux qu'il n'y a pas un seul
type de dirigeant, une seule manière d'être sensible au risque, mais vous allez le voir, on a 3 expériences différentes et trois profils différents. Johan, toi, tu es plutôt assez distant, à te dire, bon, effectivement, ça me paraît un petit peu loin tout ça, mais pourquoi pas, voilà, je ne suis pas certain d'être vraiment bien concerné. Charles, tu as eu quelques petites aventures et tu te dis, bon, alors, est-ce que c'est ma tête qui était en danger? Est-ce que c'était l'entreprise? Pas encore tout à fait clair. Et Frédéric, tu es peut-être celui qui a vu de plus près le type de risque dont on est en train de parler, et on trouvait intéressant de vous montrer à vous, courtiers, qu'il n'y a pas une vérité, une manière d'aborder un dirigeant sur ce type de risque, mais plusieurs en fonction justement de leur sensibilité et de leur expérience. Donc si ça vous va, je vais me poser quelques questions. Messieurs, on va peut-être commencer par toi, Charles. Quand on a échangé ensemble, tu m'as fait remarquer que tu as l'impression ces dernières années d'être passé d'un patron dont le rôle est d'avoir un rôle commercial, de développement, d'expertise technique par rapport à ton métier, à quasi un rôle, une fonction de risk manager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous donner des exemples de cette pression que tu sens à devoir faire face à différentes typologies de risques? Oui, tout à fait. Effectivement, oui, je suis passé à un rôle de risk manager avec moins d'implication commerciale dans l'entreprise. Moi, déjà, je suis une petite TPE, donc on cumule beaucoup de casquettes. Et le principal problème que j'ai eu, c'est que, comme tout le monde, hein, on a des contrôles URSSAF, des contrôles fiscaux et autres. Le souci, c'est que la réglementation a énormément évolué par rapport à ce qu'on est capable d'absorber, ça c'est le premier point. Et dans le cadre des contrôles que j'ai pu avoir, donc je vais prendre l'exemple de l'URSSAF, dans les rubriques de risque que tu remontais, donc moi j'avais un sujet protection des données et un sujet respect de la réglementation URSSAF sur un point bien particulier, et également un volet fiscal. Donc sur le volet fiscal, c'est simple, j'ai eu le cas de figure suivante, c'est que sur certaines factures que j'émettais, que je récupérais aussi de la part de mes fournisseurs, on m'a dit très clairement que le numéro de TVA intracommunautaire n'était pas présent. Et donc, que mon devoir en tant que dirigeant, c'était de m'assurer que les factures qui m'étaient présentées répondaient en fait à l'ensemble des critères légaux d'établissement d'une facture, dont un qui est mandatory, qui est la présence de TVA, quand vous êtes sur les sociétés européennes. Et donc, on m'a reproché d'avoir encaissé des factures sans TVA intracommunautaire. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est un autre contrôleur SAF pour lequel j'ai eu une analyse du fonctionnement d'entreprise, et l'URSSAF a commencé à me dire on a remarqué que sur votre note de frais, il y avait des éléments qui passaient à titre personnel. Alors pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit ça? C'est parce qu'ils ont vu que sur certaines factures de repas, il y avait écrit un déjeuner chez McDonald's avec une ligne, il y avait écrit Happy Meal. Donc là, ils m'ont dit, attendez, faites passer des Happy Meal sur votre truc, c'est pas un truc qui est normal. Je leur dis, oui, effectivement, mais au même titre que quand j'utilise mon véhicule à titre perso pour aller déposer mes enfants, il y a une consommation d'essence. Et donc, je me suis fait redresser pour ces aspects-là. D'une somme assez conséquente, hein, puisqu'ils ont fait une analyse assez poussée. En général, ils aiment bien fouiller. Et le dernier point, c'est sur la partie protection des données, où là, comme tout entrepreneur, on suit la démarche digitale, on crée un site internet, on met des éléments de clauses sur le site internet avec des références. Et donc là-dessus, ils avaient déjà commencé à noter le fait que quand je stockais de l'information sur un serveur qui était à titre privé, puisque je n'avais pas acquis sur les données de l'entreprise, puisque j'en avais déjà un, je me suis dit je vais le réutiliser. Sauf que sur ce serveur, en fait, ils m'ont reproché le fait de conserver les données au-delà de la période légale de rétention. Ce à quoi je leur ai dit ok, donc tac, mais du coup, comme c'est un serveur qui est à titre personnel, la responsabilité de l'entreprise, elle n'est pas engagée. Ils m'ont dit effectivement, c'est plus la vôtre qui est engagée que l'entreprise. Mais pour autant, l'activité, elle est quand même générée par l'entreprise. Donc, en fait, votre responsabilité, elle est des deux côtés. Parce que vous auriez dû, en tant que chef d'entreprise, déjà mettre en place les éléments qui permettent de purger les données à des rythmes trimestriels, mensuels, en fonction de la nature la nature de l'information que vous recevez. Donc là, je parle de CV, d'adresse. Dans le cadre d'embauche, on parle de carte de sécurité sociale. Voilà, on est vraiment sur la donnée personnelle. Et donc, le premier volet, c'était les purges, et le deuxième, c'était la sécurisation de ces données personnelles de mes salariés. Et donc là-dessus, j'ai eu également un redressement. Tout ça pour vous dire qu'en final, aujourd'hui, le chef d'entreprise, il est face à une multitude de réglementations qui évoluent beaucoup plus vite que sa capacité à l'ingérer. Et c'est de manière exponentielle. Et personne
n'est capable, et je défie n'importe quel chef d'entreprise, de vous dire qu'il a une connaissance parfaite de sa mise en conformité avec n'importe quel règlement. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible parce que maintenant, on vous attaque sur le respect de la conformité vis-à-vis de vos transactions, sur le respect de la conformité de vos stockages de l'information, sur le respect de la mise en conformité des transactions que vous faites, parce que moi j'ai également des activités sur l'étranger, donc tout ce qui est et également compensation de TVA et autres à déclarer, ça, comme tout le monde, je passe par un cabinet comptable, et dans le cadre de cette gestion déléguée, le cabinet comptable peut faire des fautes, et il en a fait dans mon cas de figure, puisque moi j'avais des activités sur la Suisse et certaines n'avaient pas été correctement déclarées. Donc là, j'ai eu un redressement plus finalement, non, même si ce n'était pas moi qui était responsable de la faute, mais c'était quand même mon entreprise qui était engagée. Et donc, toutes ces réglementations-là qui vous tombent dessus quand vous êtes dirigeant, en fait, elles vous exposent à un risque personnel, parce que derrière, la limite entre votre responsabilité personnelle ou professionnelle, elle n'est pas claire. Alors, bien sûr, on peut mettre tous les garde-fous, puisque moi, mon activité, c'est la mise en conformité des établissements avec la loi, donc en général, j'essaie d'être quand même très, très carré, mais malgré tout, il y a quand même des éléments sur lesquels vous faites des négligences qui vous paraissent sans doute bénignes, ou vous n'y pensez pas tout de suite, mais qui vous engagent personnellement, malgré que ce soit une activité de votre entreprise. Et ça, personne ne peut le connaître aujourd'hui. C'est la grande difficulté qu'on a. Donc, on tombe après dans une espèce de risque phobie permanente dès qu'on fait une action. Je vais vous donner un exemple. Achat de matériel dans le cadre d'une démonstration à faire, donc acquisition d'une télé, d'un appareil photo à haute résolution pour pouvoir faire du scalage numérique de chèques, utilisation d'un programme pour montrer l'efficacité du produit qu'on vend. Et l'URSSAF m'a dit ouais, vous avez acheté une télé, vous avez acheté un appareil photo, et du coup, vous en avez fait de quoi? Je leur dis, ils sont toujours là, effectivement. Ah, mais donc vous les utilisez à titre personnel? Je leur dis, non, ils sont là, ils sont stockés, mais ils ne sont pas utilisés. Ah, prouvez-nous que vous ne les utilisez pas. C'est compliqué, parce qu'il faut leur dire que vous stockez tel endroit, tel truc, et puis du coup, cette limite-là n'est jamais très très claire. Donc ça, c'est à vous de prendre ces mesures, et pour mettre en place ces mesures, c'est assez compliqué. Voilà. Et ce que tu me disais, Charles, je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en plus, aujourd'hui, avec la dématérialisation, tu reçois régulièrement des newsletters automatiques des impôts, de l'URSSAF, qui te tiennent au courant des évolutions des règles, et donc tu peux difficilement te cacher derrière le « ah j'ai pas eu l'info ». Exactement. Et ça, c'est le double piège en fait. C'est-à-dire que tout le monde reçoit les mails de Bercy vous disant attention, telle évolution sur telle réglementation, mise en place du chômage partiel, voilà les règlements, comment vous connecter, comment s'adapter, voilà ce que vous devez faire, quelles sont les lois. Tous ces éléments-là que vous recevez en masse, maintenant, je ne vais pas dire que c'est du spam, mais c'est pas loin, on n'en est pas loin. Entre le moment où je les regarde et le moment où c'est implémenté, il y a déjà 6 versions qui sont sorties du document. Donc, quand vous commencez à en prendre connaissance, il faut tout de suite se lancer dans ce rattrapage. Et là, vous n'en finissez pas parce que les sujets sont tellement variés que vous n'êtes pas une capacité, enfin comme chaque être humain, on a tous nos limites, et être un spécialiste dans la gestion des déclarations de chômage avec les délais à respecter et autres, c'est un métier. Pour ça, vous avez un service RH qui fait. Mais même votre service RH, lui, il a son run à gérer au quotidien avec ses problématiques. Et il n'a pas forcément le temps de suivre les évolutions qui sont mises en place pour les dédommagements du chômage partiel, les nouvelles modalités de calcul, et tout ça, ça va très très vite. Parce que derrière, quand vous les recevez, Bercy est déjà équipé pour vous contrôler, vous analyser, et au moment où il vous attrape, vous dites ouais, mais attendez, je viens de découvrir ce sujet-là. Ils vont vous dire oui, mais vous êtes informé comme tout le monde parce que vous êtes référencé en tant qu'entrepreneur, vous avez reçu la notification à telle date, là vous êtes piégé. Et donc vous allez naviguer entre je ne savais pas, je me suis fait prendre, donc il faut que j'explique. Et donc vous êtes obligé de vous justifier. Et votre justification, elle va être assez carrée parce qu'en face, ça ne transige pas. Extrêmement clair. Merci beaucoup, beaucoup Charles. Johan, comment ça te parle là, ce il me semblait effectivement quand on avait échangé que le point, c'était finalement de se dire voilà, il y a tellement de choses, tellement de règles, tellement de normes que bon, effectivement, je peux peut-être passer à côté de quelque chose. Comment ça résonne ce que vient de nous dire Charles? Alors moi, je partage tout à fait ce que dit Charles, et enfin surtout les craintes qu'exprime Charles, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est pas métabolisable par un être humain normal. Bon là, c'était très bien dit dans le slide d'avant. Et d'ailleurs, là, on voit bien qu'il y a un petit hiatus. C'est que on a, dans ce cas-là, de ce que j'entends de ce que disait Charles, face à nous quelqu'un dont c'est le métier, qui est expert,
et qui, j'imagine, doit avoir en plus des formations toute la journée pour se mettre à niveau avec comment voulez-vous que nous, dirigeants, entrepreneurs, on puisse être au même niveau que la personne qui est en face de nous? C'est pas possible. Alors, ou alors, il faudrait que dans chaque société, à côté du dirigeant, il y ait un expert en conformité, un expert voilà. Donc là, il y a quand même un petit atout, c'est qu'il y a une attente implicite. Je ne sais pas si c'est dans les autres pays d'ailleurs, j'imagine que oui. Il y a une attente implicite du dirigeant de savoir, alors que c'est matériellement pas possible, quoi, de tout savoir. Donc ça, effectivement, ça fait peur. Alors nous, on l'a pas tellement expérimenté, c'est vrai. Mais comme je te le disais, Rachida, on a eu après 2 ou 3 très 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 fortes années, on a eu un gros trou d'air business en fin d'année, en début d'année, qui m'a fait assez peur. Et c'est là que j'ai commencé à regarder effectivement ce que c'était qu'une société qui commençait à aller un peu dans le mur. J'ai passé des premiers coups de fil et j'ai réalisé à quel point, c'est absurde, hein, mais j'ai réalisé à quel point en passant le premier coup à une avocate, on ne savait pas. C'est vrai qu'on sait beaucoup de choses. Aujourd'hui, en France, créer une entreprise, c'est quand même devenu plus facile qu'auparavant. On arrive assez, enfin, on recueille et puis on est accompagné. Il y a plein de réseaux. Je suis très actif au réseau Entreprendre ou d'autres. Voilà. Là, les situations où ça se tend, il y a finalement pas tant d'informations que ça. Il faut aller la chercher. Et alors bon, aujourd'hui, ben, c'est reparti, donc tant mieux. Mais c'est en plus des périodes où on est potentiellement un petit peu affaibli, psychologiquement, physiquement. Donc à ce moment-là, c'est quand même vraiment bien de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui sait et qui nous dit, voilà, je vais t'aider à prendre tes décisions. Et justement, toi, tu as dit que tu avais pris des conseils. Quels sont les conseils que tu as appréciés au moment où tu te posais toutes ces questions et où tu t'imaginais peut-être le scénario du coup pour toi? Alors moi, c'est vraiment la visibilité qui m'a été donnée. C'était ce qui me manquait le plus, c'était voilà l'ensemble des étapes. Voilà comment ça se passe et voilà très exactement par où il faut passer. Et donc, à partir du moment où on a la visibilité, de savoir. Alors, par exemple, je savais pas qu'il fallait faire qu'une cessation de paiement, c'était 45 jours. C'est absurde, hein, mais ces choses-là, je ne les savais pas. D'ailleurs, c'est souvent là où on est plus exposé, hein. C'est-à-dire que entre le moment où on prend connaissance des choses et le moment où on a une capacité à réagir, où on peut réagir, on est souvent pris de court sur les délais parce qu'on les découvre et on se dit, mais. Et après, en face de ça, il y a quand même aussi un effort administratif à fournir, qui n'est pas négligeable, hein, puisque en général, que ce soit une cessation de paiement ou une mise en sommeil, ça veut dire remplir des documents administratifs, aller les déposer en temps et en heure, s'assurer que c'est implémenté, analysé. Il y a aussi un coût, hein. Ça, c'est un élément qu'on néglige, hein. Quand on est en position de faiblesse, on tombe parfois, on cherche beaucoup d'expertise. L'expertise a un coût pour qu'on puisse construire cette vision. Et c'est là où je vous rejoins, hein, Joanne, effectivement. Le plus dur, c'est d'avoir cette espèce de projection dans le temps de toutes les étapes. Et moi, dans mon cas de figure, bah, il a fallu la construire. La construire, ça a eu un coût. Ça veut dire discuter avec des experts, discuter avec votre DAF aussi, hein, qui vous donne certains éléments, discuter avec des avocats, pour vous donner aussi une vision risque sur à quoi vous êtes exposé, et également avoir cette démarche de contre-attaque à construire. Et ça a un coût. Alors, j'ai eu la chance parce que je suis client SCOC et il y a une partie qui a été prise en charge, et tant mieux. Mais face à ça, ouais, l'entrepreneur, il est un petit peu démuni, hein. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur l'anticipation, on est sur, tu vois, on le subit. Et c'est ça le plus dur. Et tu nous fais vous nous faites, Johan et Charles, une très belle transition pour switcher sur Frédéric, justement, qui a vécu de près, dans le dur, dans le réel, ces étapes dont vous êtes en train de parler. Frédéric, est-ce que tu peux nous raconter brièvement au moins un épisode de ta carrière de dirigeant où tu as senti un petit peu que tu n'étais pas en bonne posture à titre personnel? Oui, bien sûr. Bonjour à tous d'abord. En fait, de mon côté, en fait, l'histoire là que je vais vous raconter date d'il y a quelques années maintenant. Je suis à l'époque dirigeant de ma structure, une structure que j'ai créée et qui a duré à peu près une quinzaine d'années. On se situe d'abord en milieu d'année. En fait, on a remporté un gros projet de développement d'un portail web assez élaboré pour un client suisse dans le monde de l'horlogerie. Il y en a pour un beau montant. On a un montant à peu près de 450K. C'est, j'allais dire, le projet de l'année. On réalise à l'époque à peu près un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Donc, vous voyez, c'est assez conséquent.
Comme on n'a pas assez de ressources de développement, on est une ESN, hein, on doit faire à l'époque appel en plus à des ressources externes. Donc, on contractualise avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir avoir des développeurs supplémentaires. J'ai un directeur commercial à l'époque qui suit l'affaire, qui a signé le contrat. On avait déjà eu un premier contrat avec ce client, ça s'était bien passé. Je ne m'inquiète pas véritablement. Le projet suit son cours. On doit délivrer le projet au 15 décembre. On a un peu de retard. J'ai un petit peu des collabs qui sont un petit peu stressés, bon, ce qui est un peu normal hein, sur ce genre de sujet. On est au forfait. Mais globalement, tout va bien. Donc, le DIRCO qui suit le projet me partage ses tableaux d'avancement. Il me dit qu'on a un peu de retard, mais que tout sera rentré dans l'ordre à la rentrée. Bon, bref, je pars tranquillement en congé de Noël à l'époque. Et puis, le 28 décembre, juste après mes congés, DIRCO m'appelle et puis il me dit, ben, en fait, il me faudrait 3 développeurs supplémentaires. Alors là, je comprends pas parce qu'on est censé livrer début janvier, donc je me pose des questions. Je décide de rentrer dans le projet, et puis là, je creuse et puis je m'aperçois en réalité qu'il n'y a que 50% du projet qui a été réalisé. Donc tous les tableaux d'avancement qu'il m'avait proposés étaient complètement faux. J'avais pas forcément bien réalisé que le stress des équipes de dev qui m'étaient remonté était, j'allais dire finalement peut-être aussi lié au fait que les gens ne le sentaient pas tout simplement. Je rentre dans le contrat, j'ai une lueur d'espoir à un moment parce que je m'aperçois que le contrat n'est pas signé. Enfin, mon avocat me bâchera assez rapidement là-dessus en me disant qu'on a démarré le contrat, donc ça vaut pour signature. Je prends d'ailleurs un avocat d'un cabinet international parce que le contrat est sous droit suisse et donc l'avocat me coûte particulièrement cher. Et on analyse le contrat et là on s'aperçoit qu'en fait, on a signé un contrat qui nous met des pénalités de retard de plus de 400 KE si on n'atteint pas un résultat pour un événement qui se tient en février. Et le challenge est impossible à réaliser. Donc, alors j'en passe des meilleurs, hein, parce qu'on a peu de temps, mais plus j'avance, plus je découvre l'ampleur des dégâts. Parallèlement, je dois payer les prestataires extérieurs. Enfin, c'est un peu la cata. L'année qui devait être fantastique, en fait, se transforme en année. Et puis, généralement, dans ces cas-là, en fait, tout va de pair. J'ai d'autres contrats qui sont en stand-by parce qu'on est dans une période un peu délicate pour un de nos autres clients. J'ai 5 personnes en plus qui se retrouvent d'un seul coup en intercontrat. Enfin, c'est une période un peu difficile. Et donc, juste après, évidemment, mon DIRCO me colle sa DEM, hein, tout en s'excusant platement, voilà. Et en fait, je m'aperçois que je suis complètement responsable. Je suis complètement responsable parce que la gestion de projet ne fait pas du tout partie de la fiche de poste de mon DIRCO. Et donc, quelques mois se passent. On va essayer de limiter les dégâts avec l'appui de mon avocat qui m'aide à traiter le sujet en essayant de trouver aussi des terrains d'entente avec la structure en face. Mais globalement, on ne sera pas payé pour les prestations réalisées, hormis les 30% qui avaient été payés au démarrage. Et on va se retrouver en capitaux propres négatifs à hauteur de 150 K. Donc, je dois prendre une décision. J'ai 2 options. La première, je dépose. Alors, ça fait un peu bizarre hein, quand vous fonctionnez bien depuis quelques années et que globalement, enfin, vous ne la voyez pas du tout venir. C'est là, mon DIRCO a démissionné. Vous avez recruté, vous êtes allé débaucher des gens d'autres entreprises pour pouvoir les embarquer avec vous. Donc, ça, vous leur avez fait des promesses, etc. C'est dur de prendre la décision de déposer. Et puis, en même temps, je me sens complètement responsable et j'ai peur clairement pour mes biens propres parce que pour moi, quelque part, j'ai fait une faute de gestion en suivant suffisamment pas ce projet. J'ai mal maîtrisé le contrat, etc. J'ai un gros risque. Donc, deuxième possibilité, je continue. Je poursuis. Mais à l'époque, j'ai pas de quoi mettre 150 plages. Je peux pas combler, entre guillemets, ce passif en injectant du cash. Et du coup, la deuxième option, c'est de poursuivre. Poursuivre en essayant de mettre en place un plan de redressement parce que quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, vous ne pouvez pas forcément payer vos courantes. Les URSSAF, en tout cas, vous payez le légal et puis vous ne pouvez pas tout payer. Et je me retrouve dans une drôle de situation. Au final, j'ai poursuivi. Je devais redresser en 1 an et demi. Il m'en a fallu 4 et demi parce qu'on est dans une société de conseil. Dans une société de conseil,
Ce qui vous fait gagner de l'argent, entre guillemets, c'est le brain, hein, c'est la matière grise et le cerveau de vos consultants. Or, quand on continue dans une situation comme celle-là, vous ne pouvez pas augmenter les salaires parce que sinon, vous aggravez votre situation de gestion. Vous ne pouvez pas recruter parce que si vous recrutez, on va vous dire mais vous êtes fou, vous êtes déjà dans des difficultés, pourquoi vous recrutez 2 personnes? Donc au final, j'ai des gens qui sont partis. Comme j'avais moins de ressources, j'ai moins gagné d'argent, mon résultat était moins bon. Donc il m'a fallu beaucoup plus de temps pour redresser la barre. Et au final, j'ai redressé la barre. À quel prix, je ne sais pas. Enfin, je pense que vous ne pouvez pas imaginer. 5 ans de détresse, j'allais dire quasiment, parce que vous êtes vraiment dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai lâché la direction d'entreprise. Je suis parti dans un cabinet, j'ai tout autant de responsabilités, mais j'ai plus ce genre de problèmes à régler. Voilà pour la petite histoire, Rachida. Oui, non, ce qu'on retient avec ce récit, c'est ça, c'est de se dire, moi quand je repense à cette histoire, c'est de se dire, quoi que tu fasses, finalement, tu es coincé. C'est-à-dire, tu as cette espèce soit tu déposes le bilan tout de suite, mais il y a la faute de gestion qui est avérée et donc le comblement passif risque d'être pour ta tête. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le risque, soit tu poursuis et auquel cas on est dans le cas de la poursuite d'une activité déficitaire avec pas de dépôt de déclaration de cessation de paiement sous 45 jours, etc. et avec tous les risques que cela implique pour toi à un moment ou à un autre. Alors, d'ailleurs, chaque année, je reçois du greffe du tribunal une petite alerte, un avertissement. Je suis même convoqué. On est convoqué au tribunal de commerce de Paris en me disant attention, vous êtes en capitaux propres négatifs. Alors évidemment, chaque année, ça diminuait, donc entre guillemets, ils étaient un peu conciliants. Mais vous vous dites le moindre incident et c'est la fin. Et là, je vais devoir rendre des comptes. Donc, certes, oui, j'ai un plan, mais en fait, vous vivez avec une épée de Damoclès sur la tête. Hein. Vous vous dites, si j'ai le moindre problème supplémentaire, et d'ailleurs, chaque crise, c'est là, quand vous suivez l'actualité aujourd'hui, vous entendez la crise de l'énergie, la crise. Aujourd'hui, j'ai les yeux rivés sur les compteurs, regarder si j'ai une baisse de staffing, est-ce que j'ai un petit peu moins de demandes qui arrivent dans les tuyaux, est-ce que lorsqu'on est dirigeant, on est tout le temps aux aguets, tout le temps en train de guetter s'il n'y a pas un petit truc dans les rouages qui va venir vous faire capoter le tout. Et vous savez que potentiellement, vous maîtrisez jamais tout. Et donc, il y a forcément quelque part un truc que vous avez loupé, que vous avez peut-être pas pris la bonne décision. Et ça, c'est terrible. Et de toute façon, parce que même quand vous recrutez quelqu'un et que vous lui donnez une responsabilité, est-ce que finalement vous avez recruté la bonne personne? Est-ce que vous avez bien validé ses compétences? Il y a toujours un moment donné où vous pouvez vous dire que finalement vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe. Et donc cette part de responsabilité fait que globalement on pourrait vous emmener, alors que au démarrage, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai fait une école de commerce comme beaucoup de dirigeants, en fait, école de commerce, école d'ingé, c'est assez classique comme profil. Et quand je faisais mon école de commerce, en cours de droit, on nous disait le statut SARL et SA, c'est celui qu'il faut prendre, hein, parce que l'avantage, c'est que vous n'êtes pas responsable sur vos biens propres. Donc, vous partez au départ dans l'aventure en vous disant, de toute façon, si je me gourre, bien sûr, je ne vais pas avoir de responsabilité sur mes biens propres. À l'époque, bien sûr, votre prof de droit, entre guillemets, il vous dit, mais sauf si vous faites une erreur de gestion. Mais dans votre tête, l'erreur de gestion, c'est la fraude. C'est vous avez détourné de l'argent pour vos biens propres. Et vous imaginez pas du tout que l'erreur de gestion, ça pourrait être un moment, la situation que je vous ai racontée tout à l'heure. Vous imaginez pas que l'erreur de gestion, elle peut être juste liée au fait que vous connaissez pas tout. Vous connaissez pas tout le droit, effectivement, comme tu le mentionnais jusqu'à présent. Il est impossible de connaître en fait toute la réglementation qui nous entoure et l'erreur, on peut la faire à n'importe quel moment. Justement, si on leur tourne, même si tout ça est extrêmement riche et intéressant, dernière question en un seul mot, messieurs. Vous avez entendu parler d'une assurance responsabilité des dirigeants par rapport à votre vécu, votre perception des choses. En un seul mot, vous attendez quoi, cette assurance? Johan, pour toi, tu te dis assurance responsabilité des dirigeants, il faut qu'elle fasse quoi, cette assurance? Ah, on t'entend bien?
On ne t'entend pas, ça grésille. Ah, Attends, je vais donner la parole à Charles et puis je vais laisser revenir ok. Charles, en Moi, un mot. ce que je fais, c'est alors au niveau de la responsabilité du dirigeant, le problème, c'est comme l'a dit Fred, hein, c'est que on n'a jamais rien, on est soumis à tout et on a toujours peur de louper quelque chose. Et dans le toujours peur de louper quelque chose, c'est quelle décision on engage. Donc, moi, j'ai vu l'évolution à côté Scott. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un des risques qui est adressé, qui est les notions de cybersécurité au niveau des éléments qu'on propose, qui est plutôt bien. En revanche, pour d'autres risques et pour lesquels des éléments fiscaux ou même au niveau des contrôles URSSAF, là, moi, j'aimerais bien être, entre guillemets, couvert sur ces parties-là. Parce que la plus grande difficulté, c'est que vous vous retrouvez en face d'un mur avec des experts, et là, c'est très compliqué. Super, donc plutôt l'angle fisc, URSSAF, organisme de régulation. Ouais. Johan, est-ce que le son est revenu? J'espère que ce sera quand même la partie service également. C'est vraiment un ordinateur qui est et avec discuté. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis navré. Enfin, on fait Frédéric et ensuite on revient sur toi. Frédéric, moi, il y a deux aspects qui seraient, entre guillemets, de m'éviter une action en comblement de passif et puis certainement de la prise en charge potentielle de frais d'avocat, surtout que dans mon cas, en l'occurrence, je ne m'attendais pas à avoir besoin de faire appel à un avocat international. Donc, voilà, j'allais dire, voilà, déjà ces deux aspects-là. Il y a un troisième aspect qui est bête, mais on se sent moins seul, entre guillemets, quand on a des interlocuteurs autour de nous avec qui dialoguer, avec qui échanger sur ces aspects-là. Super, merci. Merci. Johan, on tente une dernière fois? Simplement, Non, ça marche toujours pas. Dans le chat, peut-être? Alors, j'en profite pour du coup rebondir sur et laisser la parole à Grégoire qui va nous présenter la solution Hiscox en quelques mots. Oui, alors on va faire vite parce que l'expérience de nos trois dirigeants était très explicite. Donc, par rapport à ce que vous veniez de dire, donc, qu'est-ce que l'assurance responsabilité des dirigeants, savoir ce qu'elle va pouvoir couvrir. En gros, on va venir vous accompagner dans le cadre d'une faute de gestion et on va prendre en charge différents postes. Dans les postes qu'on va pouvoir prendre en charge, on va prendre en charge des frais de défense, donc avec des honoraires d'avocat, des frais d'enquête et d'expertise, donc Charles, on pourrait vous accompagner là-dessus, et des frais d'instruction et de procédure. De plus, ces frais sont réglés au fur et à mesure de la procédure, et donc vous n'avancez pas les frais, et on vous rembourse tout d'un coup, on fait ça sur facture pour vous accompagner et éviter des trous de trésorerie complémentaires. On va venir également couvrir les éventuels dommages et intérêts que vous auriez à verser du fait de cette faute de gestion. Et enfin, on va vous accompagner sur des frais de réhabilitation d'image et d'assistance psychologique. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner le dirigeant en tant que tel et pas la société sur l'ensemble de ces aspects. L'importance de la souscription de l'assurance responsabilité du dirigeant, elle est vraiment très importante pour vous. C'est-à-dire que c'est la seule assurance qui va venir vous couvrir, vous personnellement, sur vos biens propres en cas de mise en cause devant un tribunal et non pas et c'est la seule assurance qui prendra ça en charge. En effet, la responsabilité civile professionnelle, elle a pour but de couvrir les conséquences des prestations de l'entreprise. La protection juridique, elle va venir en soutien juridique pour l'entreprise uniquement et pas pour vous. Et enfin, la multirisque pro, elle va venir couvrir les dommages et les mises en cause de l'entreprise uniquement dans le cadre de son activité. En aucune manière, ces trois couvertures qui sont les couvertures principales des entreprises ne viendront couvrir le dirigeant en tant que tel. Seule la responsabilité du dirigeant sera là pour ça. Après, on parlait de l'avocat. Qu'en est-il de l'avocat? Alors, la problématique de l'avocat, c'est que souvent, il faut un avocat spécialisé, comme le rappelait Frédéric, avec des compétences que vous n'avez pas forcément en interne. Une des
principale problématique, c'est le choix de l'avocat, savoir si on peut prendre l'avocat de l'entreprise. Dans le cas de l'avocat qui travaille déjà pour l'entreprise, il peut y avoir des problématiques de collusion entre les intérêts personnels du dirigeant et les intérêts de l'entreprise, parce qu'on a vu que l'entreprise pouvait mettre en cause un dirigeant à titre personnel. Donc, dans ces cas-là, ça sera plus compliqué. Et après, on peut prendre l'avocat personnel du dirigeant. Mais si c'est le cas, s'il n'y a pas d'assurance et que c'est l'avocat et c'est le dirigeant qui prend son avocat, il devra payer lui-même ses frais d'avocat, sauf en cas de couverture d'une assurance en responsabilité des dirigeants. Et dans ce cas-là, c'est vraiment l'assureur qui viendra régler ses frais. Et l'avantage de la solution Hiscox, c'est que vous avez le libre choix de l'avocat. Comment fonctionne l'assurance responsabilité du dirigeant? Avant, donc, on va pouvoir prendre en charge des frais de prévention. Pendant la mise en cause, on va prendre des frais de défense, que ce soit au civil ou au pénal, ainsi qu'un soutien psychologique, parce que comme le rappelait Frédéric, vous pouvez avoir l'impression d'être parfois abandonné, donc il est important de pouvoir vous accompagner dans ces événements qui ne sont pas agréables. En cas de reconnaissance de responsabilité, on va pouvoir vous accompagner sur les dommages et intérêts quand la condamnation est au civil. Et s'il y a une non-reconnaissance de responsabilité, on va pouvoir vous accompagner sur la réhabilitation à l'image. Les atouts ensuite du contrat Hiscox, donc on va prendre la reconstitution partielle des frais de défense. On va couvrir des frais en cas de contrôle fiscal d'une personne physique de l'entreprise. On va pouvoir couvrir les frais courants en cas de gel des actifs. On va pouvoir couvrir les frais liés à la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Et enfin, des frais d'expert dans le cadre d'une procédure d'alerte. Et je me permets, Grégoire, de préciser par rapport à la question de Frédéric, c'est une des exceptions dans le cas des condamnations, il y a la prise en charge aussi des frais, enfin de l'action en comblement de passif, on est d'accord, hein. Oui, c'est une des couvertures les plus importantes, enfin les vraiment majeures, parce que on sait qu'en cas c'est votre capital personnel et propre de dirigeant qui pourrait être mis en cause, et donc on va vraiment venir le combler en cas de besoin. Pour la souscription de la police responsabilité des mandataires sociaux, donc il y a deux axes de possibilités de souscription. Vous les connaissez tous. MyHiscox, donc notre extranet. Sur l'extranet, vous pouvez monter jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5 millions d'euros de garantie. Et après, auprès de vos interlocuteurs classiques, les limites d'Hiscox, ce seront 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et on peut monter jusqu'à 10 millions de capacité. Merci Grégoire. Avant de passer au petit quiz pour s'assurer que les principaux enseignements sont passés, je vais rapidement, parce que le temps est compté et Johan doit nous quitter à 12h30 pile. En un mot, messieurs dirigeants, s'il y a une seule garantie dans ce que vous avez entendu, un seul argument sur la solution à retenir pour capter votre attention, lequel serait-il? Peut-être toi, Johan, si le son est revenu. Je vais commencer, mais espérant que le son fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Parfaitement. Super. Non, alors, j'en profite aussi pour dire tout à l'heure, effectivement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait d'avoir du conseil et d'avoir aussi au-delà d'une sensation, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui joue dans le même camp, avec qui on peut échanger et pas être dans la confrontation sans cesse. Et du coup, c'est vraiment ça que je retiens. Alors d'abord, je savais même pas que ça existait. Enfin, je veux dire, je savais pas que ça existait, donc de En train de se perdre à nouveau. Faire le son à nouveau. Johan. On t'entend plus, ça grésille à nouveau. C'est dommage. C'est dommage. Je rebondis, Rachida, en attendant que Johan peut-être essaye de retrouver le son. Je suis assez aligné avec lui. On ne sait pas que ça existe, en fait. On ne sait pas que ça existe. Et de toute façon, d'une façon générale, on ne va pas naturellement vers un assureur pour pouvoir chercher à se protéger.
Ça peut paraître curieux, hein, mais généralement, quand on se lance dans une aventure, on est tout feu, tout flamme et on n'imagine pas avoir besoin de se couvrir, en tout cas sur des activités de service. Même la responsabilité civile professionnelle, moi personnellement, si mes clients m'avaient pas dit on a besoin d'une responsabilité civile professionnelle, je n'aurais pas forcément allé voir Hiscox. À l'époque, je me suis renseigné, on m'a dit tiens, il y a un leader du marché, c'est Hiscox. Et à l'époque, on était chez Hiscox. Donc, on n'est pas forcément au fait de ça. Et quand on le découvre, il est trop tard. Le fait générateur, c'est déjà passé. Merci Frédéric. Charles? Donc. Ah, tu es en mute. Le son. Non, moi, comme je connaissais déjà un peu Hiscox, parce que j'avais déjà rencontré sur certaines de mes activités, donc mon choix était bien. Par contre, ce que j'ai découvert surtout, là, c'est la partie fiscale, en fait. Ça, c'était des éléments que je n'ai pas. Et là où je rejoins Frédéric, c'est qu'effectivement, le premier réflexe, c'est pas d'aller voir l'assureur. Le premier réflexe, en général, c'est comment je peux me protéger. Donc, c'est plutôt, je vais prendre un avocat et on part là-dessus. Et je dirais même dans mon cas de figure, moi, le réflexe assureur est arrivé dans un deuxième temps, c'était « Ah, mais j'ai des frais d'avocat ». C'est à ce moment-là où on réfléchit à l'assureur. Et là, Grégoire, malheureusement, il est déjà trop tard puisque l'aléa, entre guillemets, le fait générateur, comme disait Frédéric, est déjà là. Donc, il y a ce problème de… Si la police a été souscrite, aucun problème. Par contre, si la police n'a pas encore été souscrite, oui, malheureusement, on ne pourra pas venir sur l'intervention a posteriori. Donc, toute l'importance vraiment de la sensibilisation en amont, parce qu'effectivement, on est sensible le jour où on a les problèmes que nous a décrit Frédéric ou Charles. Mais voilà, tout l'enjeu. Bon, Johan, je vais retenter une dernière fois de se dire finalement, quelqu'un comme toi qui se dit, bon, ça va, j'ai pas trop de soucis à me faire. Comment, voilà, quels arguments sur l'assurance peuvent capter ton attention? Ouais, j'espère que ça va marcher. Alors, c'est pas tant que je me dis que j'ai pas de souci à me faire, ça serait inconséquent. C'est plus qu'effectivement, nous, on est une toute petite structure, mais même peur que mes camarades, même peur de ne pas maîtriser tout le spectre de ce qu'on a normalement à maîtriser, même si je trouve ça fallacieux, hein, de nous demander de maîtriser tout ce spectre-là. Et, et puis, quand on avait échangé, j'avais été très surpris par le rapport coût-bénéfice du sujet. Moi, j'étais resté par exemple sur le sujet de l'assurance chômage pour les dirigeants, qui coûte très cher, je trouve. Alors que là, voilà, je trouve qu'il y avait un rapport coût-bénéfice. Je me suis dit, mais ça mérite vraiment d'être connu ce truc-là. Et Grégoire, justement, tu peux nous rappeler ce fameux coût-bénéfice qui est un argument. Oui, donc, à peu près ouais, le ratio qu'on garde en mémoire, mais c'est vraiment une moyenne dans les grandes lignes. Il faut compter 1 000 € pour 1 million de garanties, à peu près. Donc, ça peut vraiment valoir le coup. Merci beaucoup. Johan, tu es libre de t'éclipser. Merci infiniment pour ton témoignage. Charles, Frédéric Avec grand également. plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Johan. Si vous voulez nous quitter, n'hésitez pas. Amis courtiers, si vous avez encore 5 petites minutes à nous accorder pour conclure, hein, on a eu de beaux témoignages très denses, donc on risque de déborder de 5 petites minutes. On aimerait bien effectivement faire cet exercice de quiz vrai-faux avec vous, qui est assez simple hein, dans sa mécanique. Hein. Vous allez avoir une insertion qui s'affiche à l'écran. Normalement, vous avez un petit module de sondage qui va apparaître, si tout va bien. Sauf si la technique n'est pas avec nous. Voilà, donc il vous suffit de répondre. Donc, Hiscox impose l'avocat à l'assuré. Il suffit de cocher vrai ou faux. Nous avons 95% de faux. Et j'ai un petit bug technique puisque ah si, ça revient. Donc 95% de faux et Anne-Sophie, je te laisse peut-être nous donner la réponse. C'est bien. Effectivement, c'est faux. Le dirigeant a le libre choix de l'avocat et ses frais sont pris en charge par Hiscox. Super. Deuxième option.
dans notre vrai-faux. La technique est un peu capricieuse aujourd'hui. Donc, Hiscox a plus de restrictions que les autres compagnies au niveau des secteurs. Pareil, nous vous laissons répondre vrai ou faux à cette affirmation. « 86% de faux. Et donc là, je laisse peut-être Grégoire répondre. 86% de faux. Et la réponse est bien faux. Hiscox, c'est des appétits très larges. Les seules limites que nous allons avoir, ce sont les sociétés cotées, quel que soit le marché, et les institutions financières. Pour tout le reste, vous pouvez nous interroger sans problème et on trouvera une solution. Merci Grégoire. La dernière assertion, et on pourra passer à vos questions. Hiscox règle les frais de défense à l'issue de la procédure. Pareil, nous vous laissons répondre vrai ou faux. Hiscox règle les frais de défense à l'issue de la procédure. Vous êtes 58% à penser que c'est vrai. Et là, Grégoire, je te laisse nous dire ce qu'il Et en est. non, c'est faux. Et comme on l'a vu précédemment, les frais peuvent être réglés au fur et à mesure de la procédure et la garantie peut même être constituée partiellement. Alors, le but, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants, surtout les TPE, PME, pour leur éviter des trous de trésorerie. Super, merci beaucoup, merci pour votre participation. Il nous reste, si vous êtes d'accord, encore une petite minute pour prendre quelques questions dans le chat. Voyons, je regarde ce que nous dit, ce que nous propose Floriane parmi vos questions. Première question peut-être pour Anne-Sophie, si la faute intentionnelle des dirigeants est reconnue ou s'ils perdent la procédure, devront-ils rembourser les frais d'avocat réglés par Hiscox? Alors non, si pas la procédure, c'est indifférent. Il y aura une prise en charge tout de même des frais de défense par Hiscox, que ce soit en quel cas qu'il y ait une condamnation ou pas. Et sur la faute intentionnelle, donc effectivement, dans ce cas-là, on ne peut pas prendre en charge les condamnations, mais on prend quand même en charge les frais de défense. Et Hiscox ne demandera pas aux dirigeants de rembourser les sommes qui ont été déjà réglées. Donc non, Hiscox ne demande pas aux dirigeants de rembourser les frais de défense. Merci Anne-Sophie. Autre question, peut-être plus pour Grégoire, la protection juridique vient-elle en complément? Alors, la protection juridique et la responsabilité des dirigeants, ce sera vraiment deux garanties distinctes qui ne peuvent pas venir en complément. La PJ, elle sera vraiment dans le cadre d'une procédure à l'encontre de l'entreprise et la RC des dirigeants en cas d'une procédure contre le dirigeant. Très, très clair. Merci Grégoire. Alors, je vais prendre encore une petite minute parce qu'il y a des très belles questions. Dans le cas de plusieurs dirigeants au sein d'une même entreprise, comment peut-on juger du bon plafond à retenir? Peut-être Grégoire, du coup, encore. Alors là, on ne va pas raisonner en termes de nombre de dirigeants, mais en termes de taille de l'entreprise. On va surtout s'appuyer sur l'exposition en complément de passif, par exemple, le taux d'endettement et ce genre de choses. Super. Et la petite dernière pour la course à la route, comme ça, ça nous fera 4 petites questions. Anne-Sophie, pendant combien de temps l'assureur va-t-il couvrir un ancien dirigeant? Une bonne question, ça. Alors oui, par principe, tout ancien dirigeant est couvert sans limite de temps. La seule limite qui pourrait intervenir, c'est s'il y a une résiliation de la police, puisque là, alors je vois deux cas, il y a soit le risque est ressouscrit, et dans ces cas-là, si la réclamation intervient après la résiliation, c'est le nouvel assureur qui va prendre en charge. Et si le risque n'est pas ressouscrit, dans ces cas-là, il y a la subséquente qui joue, donc c'est un délai légal de 5 ans. Donc, Hiscox prendra en charge quand même toute réclamation qui interviendrait pendant un délai de 5 ans après la résiliation de la police. Super.
Très, très clair. Malheureusement, là, on n'a plus le temps. Il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat. On prendra le temps d'y répondre éventuellement par mail. N'hésitez pas à nous dire voilà, si vous souhaitez qu'on vous réponde. On est désolé d'avoir un petit peu débordé, mais c'est vrai que c'était intéressant voilà, d'écouter ces 3 dirigeants témoigner. On espère que ça vous a plu, que vous repartez de là avec des arguments et des manières de pouvoir adresser ces profils particuliers de patrons de TPE, PME, et que vous avez compris en quoi la solution Hiscox était adaptée. On vous donne rendez-vous sur nos prochains webinaires, le prochain en date étant le 6 avril, dédié au métier de la tech et du cyber, et on aura le plaisir cette fois-ci d'accueillir un des fleurons de l'économie digitale, à savoir l'entreprise Théodo, où là, nous ferons part de leur expertise et des risques de leur marché. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous renverra bien évidemment les liens, et pour toute question relative à la responsabilité des dirigeants ou n'importe quel produit Hiscox, bien évidemment, toutes les équipes sont à votre service, Grégoire et tous ses confrères et consoeurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir. Merci à tous, au revoir.